Bienvenue dans le débat consacré à la politique en France, 4 jours après les législatives et 7 jours avant la première législature de l'Assemblée nationale. Jeudi prochain, le 18 juillet, les députés siégeront pour la première fois et ils devront désigner leur président ou leur présidente. Ça sera bien sûr une étape importante. La lettre d'Emmanuel Macron adressée aux Français dans la presse régionale hier a fait réagir. Le mauvais joueur, titre Libération. Le Figaro, Macron attend une coalition de forces républicaines. Et puis pour Le Monde, Macron veut une coalition, la gauche sous pression. Le président français demande en tout cas aux partis de trouver des compromis pour créer une coalition avec, je cite, une majorité solide mais plurielle. Personne ne l'a emporté, a ajouté Emmanuel Macron. Sa lettre visait l'apaisement. Alors est-ce réussi ? Le président ne s'était pas exprimé depuis le résultat du second tour des élections législatives. Alors on va revenir sur ces réactions à la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Quelle est finalement cette majorité plurielle évoquée par le président ? Se place-t-il en garant des institutions ou est-il dans le déni du vote des Français ? En attendant le 18 juillet, que pourrait-il se passer ? Qui sera nommé Premier ministre ? Quel sera le gouvernement ? Quel impact sur les institutions ? Emmanuel Macron reprend-il la main ? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yves Tréhard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro, avec un bel édito ce soir. On va en parler. Bienvenue à vous. En face de vous, Julie Martinez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être participante à ce débat. Directrice générale de France Positive. Nous avons avec nous Benjamin Morel ce soir. Bonsoir. Politologue, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2. Et puis nous avons Aurélien Devernois. Aurélien Devernois, bonsoir. Vous êtes journaliste au service politique de RFI et vous suivez en particulier la gauche. Avant de démarrer ce débat, je vous propose de revenir en images sur justement ces réactions politiques à la lettre d'Emmanuel Macron. C'est avec Noémie Roche. Son courrier a été publié juste avant son arrivée au sommet de l'OTAN à Washington. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron assure que personne ne l'a emporté aux législatives. Arrivé en tête dimanche, mais sans majorité absolue, le nouveau Front populaire dénonce un déni démocratique. C'est une lettre de rupture avec la démocratie et les institutions républicaines dont pourtant le président doit être le garant. Donc moi, je suis très inquiète aujourd'hui de voir à quel point le président de la République fait un coup de force qu'il faut absolument dénoncer. Et je le redis, nous aspirons toujours à gouverner ce pays. Les Français et les Françaises nous ont mis en tête de ce scrutin. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a de quoi être amère, car Emmanuel Macron a appelé à bâtir une majorité solide et plurielle des forces républicaines, sous-entendu sans le Rassemblement national ni la France insoumise. Les socialistes, eux, y voient une manœuvre pour tenter de diviser la gauche. J'ai fait le choix du rassemblement de la gauche. Depuis que je suis devenu premier secrétaire, j'ai fait ce choix-là et je n'en bougerai pas. Pourquoi ? Parce que je sais que ceux qui cherchent à la diviser cherchent en réalité à ce que la gauche ne gouverne jamais. Mais s'il revendique le gouvernement, l'UNFP n'a toujours pas réussi à s'entendre sur un nom pour Matignon. La députée écologiste Sandrine Rousseau reconnaît que cela devient problématique. Je trouve que nous mettons beaucoup trop de temps. Je trouve que là, maintenant, il nous faut sortir les noms. Que là, en fait, on perd du terrain, en fait, en faisant ça. Qu'on inquiète aussi d'une certaine manière en n'étant pas capable de sortir une équipe et un gouvernement. Donc oui, nous avons notre part de responsabilité. Sandrine Rousseau appelle à dépasser les oppositions stériles et à trouver une autre manière de gouverner. Mais à droite, certains, comme le président du Sénat, rejettent catégoriquement l'option d'un Premier ministre de gauche. Si le président de la République fait ce choix, je suis clair, je combattrai ce choix et je demanderai à ce que le gouvernement soit censuré. Loin d'apaiser, la lettre d'Emmanuel Macron a donc plutôt ravivé les tensions politiques. Les tractations entre les différentes formations politiques vont se poursuivre jeudi dans un climat tendu. Yves Tréhard, alors vous parlez dans votre édito d'aujourd'hui d'un diktat présidentiel. Gare au diktat, c'est ça ? Oui, parce que on peut donner toutes les interprétations à cette lettre. Vraiment, si on est de gauche, on dira bah oui, on a gagné, donc c'est à nous de faire le gouvernement. Si on est raisonnable, on dira bah non, parce que vous allez au gouvernement puis vous allez tomber tout de suite, immédiatement. Et puis, si vous faites une autre lecture, c'est-à-dire du point de vue d'un observateur du président de la République, vous avez envie de dire mais de quoi je me mêle ? Il leur donne une espèce de cahier des charges avec des conditions qu'il pose en disant bah voilà, il faut que vous soyez comme ci, comme ça, et sinon, on ne peut pas faire de gouvernement. Sauf que ce qu'il a oublié, c'est que les Français, ils ont dit au président de la République,
on ne veut plus de vous. Vous êtes persona non grata, c'est ce que j'écris dans l'édito. C'est-à-dire que même s'il est président, tout de même. Non, mais le président de la République, il devrait être en arbitre et il ne devrait pas être là en chauffeur de salle. Et il est en chauffeur de salle. Donc l'arbitre, c'est quelqu'un qui dit bon ben voilà, j'attends vos propositions. Et c'est comme ça qu'il devrait faire. Du coup, il a remis une pièce dans le jukebox. Vous avez vu l'état de la gauche, enfin le ton qu'emploie Madame Panot, Madame toute la gauche. Et alors du coup, et monsieur, évidemment, le président du Sénat, monsieur Larcher, fait pareil. Donc l'impasse est totale sur le plan institutionnel, mais alors en plus, elle l'est sur le plan politique. Julie Martinez, mauvais joueur, hein, ça c'est ce que titre Libération. Oui. C'est vrai que cette lettre était étonnante, voire incohérente sur la politique qui a été menée jusqu'à présent par le président de la République. Étonnante parce qu'effectivement, on est tous d'accord pour dire que la gauche n'a pas obtenu de majorité absolue, mais il y a quand même une coalition en tête après ces scrutins, c'est le NFP. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de vainqueur, il faut peut-être prendre en compte au moins la coalition qui est arrivée en tête lors de ces sondages. Incohérente sur la temporalité également, lorsque le président de la République s'est précipité après l'élection européenne pour dissoudre immédiatement l'Assemblée, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette lettre lui permet de gagner un petit peu de temps parce qu'il y a un agenda politique étranger, international, ou tout simplement parce qu'en fait, il ne sait pas lui-même comment la coalition va se gagner du temps, en fait. Gagner du temps, et puis incohérente également sur le signal institutionnel. On voulait une clarification. Le président de la République a demandé une clarification après la dissolution. Aujourd'hui, on se retrouve dans un brouhaha incroyable avec un président de la République qui refuse d'accepter une démission de son Premier ministre, alors qu'il pourrait tout à fait l'accepter tout en le laissant quelques jours aux manettes pour finir les affaires courantes. Donc le message, le signal envoyé aux Français est quand même assez brouillé en la matière, et je peux comprendre que les partis de gauche comme de droite attendent qu'il se retire en tout cas de ce sujet-là pour les laisser enfin travailler. Aurélien de Vernoy, il a ajouté au désordre, en tout cas à gauche. Moi, la gauche, est-ce qu'elle est sous disait pression Frère, où est la raison dans cette lettre, en réalité ? Où est-ce qu'est la raison dans cette lettre ? Parce que la raison, si on regarde les choses de manière claire, c'est que si le camp présidentiel aujourd'hui a à peu près 165 députés, c'est parce que des électeurs insoumis ont aussi voté finalement pour des députés. C'est un peu l'origine du problème aussi. Et oui, fait que parce que si on fait les calculs avec les questions des reports, etc., sans ces voix, sans ces reports massifs en direction du camp présidentiel, à peu près 70-75%, le RN aurait probablement 30 à 40 sièges de plus, et le camp présidentiel probablement une trentaine de moins. Et là, ça aurait été très très clair. On ne pourrait plus dire personne n'a gagné, personne n'a perdu. Ça aurait été beaucoup plus clair sur le fait que le camp présidentiel aurait radicalement perdu et le RN aurait quelque part radicalement gagné. Et donc quelque part dire dans une lettre, mais en fait, LFI, c'est un extrême et je n'en veux pas, alors même qu'une grande partie, ou une bonne partie en tout cas des députés de la majorité ont été élus grâce à ces voix, est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire, quand on est Emmanuel Macron, je choisis avec qui je veux gouverner à gauche, éventuellement ? Ça me paraît étonnant. Benjamin Morel, il est tout de même garant des institutions, le président. C'est ça, la Ve République. Donc, est-ce que ce n'est pas normal, cette lettre, est-ce que ce n'est pas normal qu'il communique aussi ? Si vous voulez, un président de la République dans un autre État européen, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait nommé, non pas Premier ministre, mais il aurait mandaté le chef de la coalition arrivant en tête, pas pour gouverner, mais pour trouver 289 députés, établir avec eux un programme et ensuite potentiellement composer un gouvernement. Le problème, si vous voulez, c'est que quel est l'objectif ici d'Emmanuel Macron ? L'objectif, c'est d'arriver à trouver une majorité en fracturant le nouveau Front populaire. Il n'y a pas de majorité possible entre la France insoumise et Renaissance. Ça, c'est une évidence. Et donc, il faut arriver à fracturer le nouveau Front populaire pour Emmanuel Macron. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il dit « Trouvez-moi 289 députés, regardez, débrouillez-vous ». Donc, il joue le pourrissement. Il espère qu'à un moment, eh bien, ce nouveau Front populaire se fracture de lui-même. Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un nouveau Front populaire, et Jean-Luc Mélenchon le dit dès 20h06, « Nous avons gagné ». Et quand il dit « nous avons gagné » et tout le programme et pas de compromission possible, que fait Jean-Luc Mélenchon ? Il met la pression sur ses partenaires. Il dit aux socialistes et aux écolos « si demain vous débauchez avec le centre, vous êtes les traîtres. Je serai la seule vraie gauche et vous trahirez la victoire. » Et en faisant ça... En même temps, on sait qu'ils ne sont pas d'accord. Non, ils ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Celui qui va vers le centre a trahi. Et donc à partir de là, eh bien, ils perdent ce jeu-là. Et donc en faisant ça, Emmanuel Macron n'aide pas les socialistes et les écologistes à larguer les amarres de la France insoumise.
Parce qu'en fait, s'il voulait le faire... Ce qui est contradictoire avec son objectif, c'est ça? En fait, il s'y prend mal. Soit vous nommez un Premier ministre de gauche et vous attendez qu'une motion de censure passe, ça dure 48 heures. Auquel cas, les socialistes et les écologistes peuvent dire « Regardez, on a essayé, ça n'a pas marché ». Soit vous mandatez quelqu'un, venant du nouveau Front populaire, en lui demandant de réunir 289, et ils constatent que ça n'est pas possible, et là, vous leur permettez de larguer les amarres, en disant simplement « Organisez-vous, on verra bien ». Il n'offre en fait aucune solution. Il tente une stratégie du pourrissement, et il ne permet pas non plus à cette coalition de se structurer. Yves Tréhard, il y a un petit côté, effectivement, débrouillez-vous, c'est un peu ça? Oui, enfin pas complètement. Il cherche encore à être le maître des horloges. Oui, et en même hein. temps, il devient un petit peu le maître des horloges, puisqu'on ne parle que de ça. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les réactions sont Non, cette lettre. il exclut carrément, il les cite pas, mais on voit très bien qu'il exclut et la France insoumise et le Rassemblement Mais c'est national. quoi, justement, les contours de son arc républicain? Oui, mais son arc républicain, il est de toute manière infaisable. De toute manière, on sait très bien que ça peut pas Du se faire. Parti socialiste jusqu'à la gauche Ça de suffit pas. LR. Mais le sujet, il n'est pas de réunir 289 députés. Il est de faire en sorte qu'il n'y ait pas 290 députés qui votent une motion de censure. Il est là le sujet. Le sujet, c'est que aujourd'hui, n'importe quel gouvernement plausible se heurte à une motion de censure d'entrée. Donc notre pays est tout à fait ingouvernable. Et moi, je sais que, je suis à côté d'un grand constitutionnaliste. J'aime quand vous parlez comme ça, chérie. Mais je ne vois pas de solution. Donc vous, c'est la paralysie, c'est ce que vous dites, Yves il y a Tréhard, un ce soir. gouvernement, alors je ne sais pas quel type de gouvernement. Dans tous les scénarios. Quelqu'un qui, comme en Italie, c'est le modèle qu'on donne. Gouvernement technocrate, technique. Oui, qui expédie les affaires. Donc vous, c'est votre scénario. Mais on ne pourra rien faire pendant un an, c'est évident. Pendant un an. Ah oui. Non, il y a une solution. Il y a une solution. La démission? Non, c'est la démission, c'est pas une démission. c'est de passer en accord en sous-main avec le Rassemblement national. Ah, Oui, mais C'est la seule solution. Et ça, Oui, non, mais... Ça ne pourra jamais être assumé en tant que tel, mais en réalité, si vous voulez éviter une motion de censure, arriver à donner des gages finalement pour qu'un gouvernement tienne et ne se fasse pas renverser automatiquement, il faut négocier en sous-main avec le Rassemblement national pour dire on va passer tel ou tel non ou tel plus, texte. donc pas la majorité, c'est pas si simple. Non, en fait. mais ils ont l'influence. Avec 143 députés, c'est eux qui détiennent finalement, encore une fois, j'ai envie de dire, même si c'était moins le cas dans la mandature précédente, c'est eux qui détiennent les clés de l'Assemblée. Et je pense qu'ils vont utiliser ça au maximum. Julie Martinez, donc cette coalition, ce pacte républicain, ce grand centre, en fait, il pourrait exister. Il y a tout de même des personnalités au sein du PS qui seraient plus proches de LR. Enfin, quand on a Gérard Larcher aujourd'hui qui appelle à censurer un gouvernement de gauche, sans vraiment le NFP en tant que tel, sans entendre encore une fois que cette coalition est arrivée en tête lors de l'élection, et puis en plus en prétextant que le NFP est arrivé en tête parce que, ou grâce à ce barrage républicain, alors que si on regarde un petit peu les votes au compte-gouttes, on se rend bien compte que ce ne sont pas les LR qui ont permis justement à ce barrage républicain de fonctionner, ou en tout cas de donner des voix au NFP. Quand on regarde un petit peu dans le détail, en cas de duel typiquement, entre la majorité, donc Ensemble, et le RN, vous savez combien d'électeurs LR ont voté pour la majorité? Ça fait combien? 53%. Pour le 53%, mais pour le NFP, c'est 26%. 26%. Donc vous croyez vraiment que les LR ont permis au NFP de gagner et d'arriver en tête de cette élection? Mais une fois que vous avez dit ça... Mais une fois que j'ai dit ça, c'est comment voulez-vous qu'après la gauche se rapproche des LR alors qu'on appelle à censurer un gouvernement de gauche? Je veux dire, il y a aucun... En des plus, deux côtés. censurer en ayant 45 députés alors qu'il en Mais faut oui. 58. Enfin, et c'est nier complètement l'arithmétique démocratique et en tout cas le barrage républicain tel qu'il a été. On va écouter justement Gérard Larcher, qui a donc affirmé qu'il refusait un gouvernement dans lequel il y aurait le NFP. Et puis il a dit autre chose aujourd'hui. J'ai plaidé pour que nous prenions du temps, que nous enjambions, je suis très clair, la période importante où nous accueillons le monde aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, et qu'ensuite, au début du mois de septembre, soit engagée la phase qui est la conséquence de ces élections, qui d'ailleurs doit se traduire avant la fin du mois de septembre par un acte essentiel, le dépôt d'un projet de loi de finances. Le sujet pour Emmanuel Macron, c'est comment il nous sort de là. Deuxième des choses, comment il accepte de gouverner autrement.
Benjamin Morel. Alors là, je parle aux constitutionnalistes. Il y a un petit calendrier, en tout cas chez Gérard Larcher. On voit bien que cet été, ça sera le gouvernement actuel, si je comprends bien, a priori. C'est-à-dire, on ne change rien. Et puis ensuite, on verra en septembre, mais surtout pas de gouvernement avec la gauche. Donc, bon. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est un gouvernement Attal qui tient parce que le RN ne vote pas de motion de censure, ou la théorie la plus plausible et la plus rigolote, la théorie du gouvernement zombie. Je m'explique. Gouvernement zombie. Exactement. Un gouvernement qui est mort. Vous ne pouvez pas le tuer. Si jamais Gabriel Attal démissionne le 17, eh bien à ce moment-là, il ne peut plus être renversé puisqu'il est déjà démissionnaire. Et on a deux théories en droit, celle de l'urgence et de l'expédition des affaires courantes, qui permet malgré tout de gouverner à minima avec un gouvernement démissionnaire. Les ministres ne sont plus ministres, mais ils font office de ministres. Et là, c'est un vrai détail qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent être parlementaires, mais ils font office en attendant qu'on leur trouve un successeur. Tout en étant parlementaire, parce qu'il faut bien expliquer aux téléspectateurs que le 17 juillet, Exactement. il y en a combien d'ailleurs de membres du gouvernement? Il y en a 18. 18 donc, membres du gouvernement doivent prendre leur siège à l'Assemblée, donc a priori c'est terminé au gouvernement. Exactement, mais malgré tout, ils peuvent voter pour la présidence, ils pourraient même éventuellement être président de groupe, il n'y a rien juridiquement qui l'interdit, même si ça serait bizarre, et de l'autre côté, ils font quand même office de ministre en attendant qu'on leur trouve un successeur. Ce qui signifie trois choses. D'abord, ils peuvent quand même gérer la période des Jeux Olympiques parce que, à travers l'urgence, le Conseil d'État a un regard très amène qui permet de faire passer un certain nombre d'actes. De l'autre côté, ils ne peuvent pas être renversés, ce qui leur permet d'avoir une forme de brevet d'immunité. Démocratiquement, c'est discutable. Oui, franchement, il y a un mélange là entre l'exécutif et le législatif. Et en effet, c'est-à-dire que la Constitution de la Ve République a été construite contre ça, mais là, il y a un biais juridique qui vous permet d'être à la fois parlementaire et parlementaire faisant office de ministre, pas vraiment ministre, et donc de siéger quand même. C'est bizarre. Constitutionnellement, c'est contre tout l'esprit des institutions depuis 1958. De Gaulle va se retourner dans sa tombe. N'empêche, juridiquement, ça marche. C'est le gouvernement zombie. Démocratiquement, c'est discutable et ça risque d'être mal pris. Mais juridiquement, ça tient. C'était le cas de la Ve République, je crois. Il y a eu un gouvernement zombie. Oui, mais on pouvait être à la fois ministre et député. Oui, et en Grande-Bretagne, c'est même la règle, parce que si vous n'êtes pas député, vous ne rentrez pas à Westminster. Ouais. Israël, donc c'est un scénario c'est un scénario qui, à mon avis, le scénario le plus probable pour les 2 ou 3 mois qui arrivent. Là, effectivement, le président Larcher, je pense qu'il avait bien calculé, préparé et consulté. Donc, c'est une chose qui est possible. Si le Conseil constitutionnel... Je ne vois pas comment, d'ailleurs, il pourrait censurer quoi que ce soit. C'est constitutionnel de faire ça. Non, c'est une interprétation de la Constitution. Alors, il y a des doutes quand même du point de vue du Conseil constitue sur la compatibilité. Néanmoins, il a déjà accepté que des ministres démissionnaires puissent voter pour des bureaux, etc. Donc, il y a des précédents qui laisseraient penser que c'est bon. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que gouvernement démissionnaire ou pas? Et là, il y a des limites. Mais jusqu'à présent, le Conseil d'État est quand même assez coulant, surtout quand il y a des sujets d'ordre public. Les Jeux Olympiques, c'est un sujet d'ordre public. Alors, il y a une question qui se poserait, c'est que, pardon de prévoir le pire, mais si jamais il se passait quelque chose d'horrible pendant les Jeux Olympiques, est-ce qu'un gouvernement comme ça pourrait décréter l'état d'urgence? Alors, juridiquement, décréter l'état d'urgence, ce n'est pas en soi un problème. Ce qui est un problème, c'est réunir le Conseil des ministres pour le décréter. Et là, par convention, on ne le réunit pas, mais il n'y a rien qui juridiquement l'interdit. Là aussi, c'est bizarre, mais on pourrait avoir un Conseil des ministres zombie. Un Conseil des ministres, alors... C'est le gouvernement de Schrödinger. C'est un gouvernement et c'est pas un gouvernement, en fait. C'est pas mal. Voilà, on ne sait pas exactement où on va aller. Mais après, quand même, moi, la question qui me turlupine, c'est que si, malgré tout, le NFP arrive à sortir un nom un jour... Et normalement, ils ont dit demain. Et avec une équipe gouvernementale, est-ce que vraiment le président de la République pourra continuer à dire je garde mon gouvernement fantôme, mon gouvernement de Schrödinger, alors qu'il y a une équipe alternative qui existe? Julie Martinez. Donc c'est vrai qu'effectivement, s'il parvenait à trouver quelqu'un demain, ont-ils dit, qui puisse être Premier ministrable à gauche, ça pourrait effectivement déjouer un peu ses plans. Ça pourrait déjouer ses plans, mais c'est surtout qu'il faut penser maintenant aux Français qui ont quand même fait le travail d'aller voter massivement, encore une fois, à cette élection, de faire barrage. Aujourd'hui, on leur explique non, on est encore dans un blocage institutionnel. On ne peut pas, d'un côté des partis, désigner un Premier ministre. Le président de la République a un autre plan qui est de passer les Jeux Olympiques datant de septembre. Enfin, c'est quand même un carfarnum incroyable pour les Français qui veulent juste que leur vie change. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ? C'est fou. Là, on ne se pose même pas la question. Là, typiquement, on était tout à l'heure dans ce taxi pour venir. Le chauffeur de taxi ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de Premier ministre, ne comprenait pas pourquoi aucune décision n'était prise cette semaine. Donc il y a un problème quand même de démocratie, là. Oui, mais on a une réponse parce que... De compréhension populaire, en tout cas. Je vois mal comment le président de la République pourra
ne pas nommer ce Premier ministre. Mais avant le 18 juillet, il y a quand même cette date butoir du 18 juillet, qui est en fait le moment où les députés il sera renversé immédiatement. Mais oui. Ce gouvernement sera immédiatement renversé. Si ce n'est que la gauche. Monsieur Larcher a déjà dit qu'il demanderait, je pense qu'ils sont plusieurs dans la majorité, au Parlement, à droite, ils trouveront une majorité pour le renverser. Donc ça veut dire que de toute façon, Emmanuel Macron irait plutôt vers la droite, enfin, plutôt vers un scénario... Si jamais il veut une majorité, il est obligé d'aller de la droite vers la gauche. En réalité, il n'y a pas de majorité alternative à une majorité PC jusqu'à LR. En revanche, Emmanuel Macron a peur de 3 choses. La première chose, c'est que potentiellement le RN joue les troubles faits et soutienne temporairement le gouvernement de gauche juste pour embêter la majorité. Deuxième peur, c'est que les gouvernements tombent toutes les 2 jours à la veille des Jeux Olympiques et que ce soit pris, pas à tort, pour de l'instabilité. Et troisième élément... Ça, il n'en veut surtout pas, j'imagine, pas pendant les JO. Il n'en veut pas. Et il n'a pas compris ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les socialistes et les Verts sont prisonniers aujourd'hui du nouveau Front populaire et qui ne peuvent pas, pour des raisons électorales, quitter le bateau avant qu'il n'ait sombré. Ils ne peuvent pas être ceux qui feront un trou dans la coque. Et ça, pour l'instant, ça bloque sa stratégie. Alors, il y a quand même un scénario qui peut exister, mais qui est très improbable connaissant les Insoumis. C'est la constitution d'un gouvernement NFP sans Insoumis. Pour l'instant, ils se sont vraiment prononcés à l'inverse. Puisque c'est la condition qui a été posée, que ce soit par Gérard Larcher ou par notamment l'aile droite de la Macronie, de dire « nous n'accepterons pas un gouvernement de gauche s'il y a le moindre insoumis à l'intérieur ». Si les insoumis... Il n'a pas fait la distinction. Oui, il n'a pas fait la distinction, mais je pense que c'était quand même... Mélenchon n'y a absolument pas intérêt, parce que la stratégie de Mélenchon, c'est de voir justement les socialistes débaucher et leur dire « regardez, vous avez des traits, je suis la seule gauche ». Et donc, ça dépend quel accord est noué au sein du NFP, puisque ça peut être aussi vous allez former le gouvernement, nous, on se concentre sur l'Assemblée, et on trouve des manières d'obtenir des postes à responsabilité, ce qui n'est pas gagné. Hein. Je conçois que le scénario soit un peu tiré par les cheveux, mais s'ils veulent vraiment contourner ce qui a été dit jusque-là, et notamment par l'Alliance présidentielle, c'est globalement le seul moyen. Ça n'empêchera pas du tout la censure du gouvernement. Ça l'empêchera pas, mais ça rendra plus difficile sa justification. Et puis surtout, Mélenchon a plutôt intérêt à viser 2027 et pour ça, à garder le leadership à gauche. Je crois que son objectif n'est absolument pas qu'il y ait un gouvernement NFP. Son objectif, c'est de pousser les socialistes justement à terme par la surenchère dans les bras de la droite. Oui, mais il peut jouer la carte de la responsabilité en disant « puisque ça bloque sur le fait qu'il y ait des insoumis au gouvernement, je n'y vais pas, je suis l'homme raisonnable de la gauche ». Et ça lui permet de ne pas être atteint par l'émotion de censure et de se dire, regardez, finalement, on m'a toujours décrit comme un illuminé, un énervé, etc. Et en fait, c'est toujours moi qui prends les décisions les plus raisonnables. Il prend acte de la rupture, du divorce. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens lui-même il faut qu'à ce moment-là, la droite et le Rassemblement national fassent tomber le gouvernement s'il y a un gouvernement. Mais c'est plus dur à justifier. Et Mélenchon reste dans sa zone, et effectivement, il attend 2027, et 2027, il dit la gauche, c'est moi. Oui, mais enfin bon, Julie Martinez, ce qui était quand même intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est les modèles un peu étrangers, à l'allemande, le retour du parlementarisme, avec peut-être 5 ou 6 points sur lesquels on se met d'accord, et pourquoi pas d'ailleurs, pas qu'à gauche, mais avec effectivement des gens compatibles avec la gauche. C'était ça qui était quand même intéressant dans la séquence. Et là, on a l'impression qu'on ne parle mais quand on voit les propos actuellement des chefs de parti, en tout cas du NFP, c'est ce programme-là et rien d'autre. Donc sur le fond, sur la question du programme, créer une coalition, une alliance avec d'autres partis semble assez irréaliste à partir du moment où il y a au moins 3-4 mesures qui vraiment font blocage à la fois au sein de la majorité. Et puis alors, si on tire sur la droite, il semble impossible à mettre en place par une coalition. On va écouter Éric Dupond-Moretti justement sur une coalition éventuelle. Ils ont perdu, nous avons perdu, la droite républicaine a perdu. Et la seule possibilité pour obtenir une majorité, c'est qu'on travaille ensemble. Voilà la réalité. Et la seule majorité absolue, elle est composée, je vous l'ai dit, de communistes, de socialistes, d'écolos, de notre groupe central, de la droite classique. Voilà la majorité absolue. Benjamin Morel, ça c'est effectivement un modèle un peu à l'allemande. Alors, avec un retour du parlementarisme, oui, on sort de... C'est-à-dire que ce qu'on appelle la grande coalition en Allemagne, c'est 2 partis. La CDU, parfois 3, quoi. Et le SPD, vous pouvez en rajouter un 3e, mais c'est vraiment un moment ça. Il y a 3 règles quand on fait un peu de sciences politiques sur la stabilité des coalitions. Première règle, plus vous avez de groupes politiques, moins ça tient.
Et puis là, en plus, ils sont très divers, parce que le budget commun entre le Parti communiste français et Éric Woerth, j'attends de le voir. Deuxième Il y a même règle, des dissensions au sein, d'ailleurs, de la évidemment. gauche. Bien sûr. Et budget, donc, deuxième règle, plus vos groupes sont indisciplinés, moins ça tient. Parce qu'il faut que vos groupes, au moins, acceptent la discipline majoritaire. Quand vous dites à vos LR, vous allez voter avec les communistes. La discipline à LR, aujourd'hui, c'est pas évident. Chez les Verts non plus, c'est pas vraiment dans la tradition. Troisième élément, plus vous vous rapprochez des élections, et plus c'est instable parce que chacun tire à Uadia. Vous avez quelqu'un qui a un gros bouton sur sa table qui s'appelle dissolution, parce qu'il a fait une bêtise, on lui a interdit d'y retoucher pendant un an, c'est Emmanuel Macron, mais dans un an, il peut rappuyer dessus. Et évidemment, il va peut-être dire, jamais plus je ne rappuierai dessus, promis juré, seulement il a déjà dit il y a quelques mois, et finalement, il a quand même appuyé sur ce bouton-là. Tous les partis vont se préparer pour des élections législatives dans un an. Et donc cette espèce de modèle parlementariste, à l'allemande, à l'espagnol, ça ne fonctionnerait pas. Si ça soutient un gouvernement technique pour faire passer le budget, ça sera vraiment tout ce qu'on pourra demander aux partis. On pourra leur tirer notre chapeau parce qu'en fait, les socialistes seront sous la pression des insoumis, la droite sera sous la pression du RN, ils n'auront que des coups à prendre dans cette affaire-là. Si déjà ils votent un budget, ou au moins ils ne votent pas la motion de censure contre le budget, ce sera déjà beaucoup. Budget, c'est début octobre, Yves Tréhard. Oui, effectivement, c'est un moment important. Le modèle allemand ou le modèle italien, même, enfin surtout le modèle allemand, il marche que si vous avez 2 blocs. Oui. Là, vous avez 3 blocs. 3 blocs, ça ne peut jamais marcher. Parce que, il y a le tripartisme en France, alors on revient à la 4ème République. Oui, mais c'est des blocs en plus, parce qu'il y a des sous-blocs. Il y a des sous-groupes dans le bloc. Donc ça ne peut pas marcher. À partir du moment où vous avez 3 blocs, il y a toujours un bloc qui fera barrage. Et c'est exactement ce qui se produit là. Enfin, là, il y a un qui prétend vouloir me gouverner, donc il y a les 2 autres blocs qui s'opposent à lui. S'il y a le bloc central qui veut gouverner, central, j'entends au sens large, c'est-à-dire la droite, le centre et François Bayrou parle de rassembler. Oui, non, mais ils rêvent tous. Ils nous racontent des balivernes. Ils savent très bien quelles sont les règles du jeu dans la politique. Et dans la politique, avec 3 blocs... À 3, ça ne marche pas. Julie Martinez. Ah non, ça ne marche pas. Encore une fois, sur le fond, sur le programme... La campagne a été certes courte, mais très intense quand même sur le fond. Quand on se remémore un petit peu les critiques des uns et des autres envers la gauche puis envers la droite, les programmes n'ont rien à voir. Donc allez vous mettre d'accord entre, encore une fois, les communistes et les LR sur le fond et sur la finance en plus. Mais s'ils prennent un peu le temps, justement. Ce que dit Emmanuel Macron. Prenez votre temps. Il n'y a pas eu de temps. C'est un peu, d'ailleurs, c'est assez scandaleux d'avoir envisagé ça comme ça. C'est-à-dire que le président de la République, le soir de l'élection européenne, redonne, soi-disant, la parole et le pouvoir aux Français en leur promettant une élection qui, en fait, leur est volée parce qu'elle est faite en 2 semaines. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent, là, aujourd'hui ? On a besoin d'un gouvernement, on en a besoin d'un rapidement. Il faut dialoguer, il faut renouer le dialogue. C'est impossible de le faire dans un temps si restreint. Aurélien de Vernon, en tout cas, la gauche y croit encore. En fait, c'est Emmanuel Macron qui a toutes les cartes en main, en réalité. Parce que si demain donc il reste maître des horloges, finalement. Quelque part, oui. Il est forcé. Parce que si tant est qu'il maîtrise encore son alliance présidentielle, ce qui n'est pas gagné, il peut tout à fait dire, écoutez, le NFP est arrivé en tête, laissons-leur faire leur gouvernement, éventuellement en demandant qu'on ait quelques ministres, et puis ils nous garantissent un certain nombre... de choses en termes législatifs, et puis on les laisse faire, et ils ne seront pas soumis à une motion de censure instantanément. Il peut faire ça. S'il a envie de le faire, il peut le faire. Il peut le faire, mais... Et c'est une possibilité. Il y a une limite à ça. Je dirais qu'il y a une espèce de totem qui empêche ça. C'est la réforme des retraites. Oui, mais enfin, la réforme des retraites... Non, mais je rigole pas du tout. Oui. La réforme des retraites, c'est le totem. C'est-à-dire que la réforme des retraites, elle a été votée au 49-3, imposée par cette majorité, et je ne vois pas comment le président de la République, en s'étant battu contre une majorité de Français, en plus, accepterait parce que c'est la première chose que ferait un gouvernement de gauche, c'est dans son programme, ça serait d'abroger cette réforme. Oui, mais si, par exemple, Benjamin Royal, si justement on revient sur ce parlementarisme et que chacun met un peu d'eau dans son vin, et que la gauche ne parle pas... Là, ce serait vraiment on parle plus d'abrogation, la réforme des retraites, mais peut-être un peu la réformer, et peut-être de l'autre côté, disant revoir quelques points, enfin, ce serait possible. Ça ne tient pas 15 jours. Non. Non, objectivement, c'est-à-dire que... Vous êtes tous très pessimistes en fait sur ce plateau-là. On va avoir un gouvernement zombie a priori jusqu'en octobre. Ensuite, on aura peut-être un gouvernement technique ou un gouvernement d'union nationale qui aura uniquement pour but de faire passer le budget. Quand le budget sera passé, on pourra expérimenter des trucs parce qu'en fait, il n'y aura pas vraiment de texte pendant un an. Je crois qu'il faut être tout à fait clair. L'idée qu'on fasse une réforme des retraites ou qu'on fasse une réforme sur l'immigration avec des sujets évidemment excessivement consensuels, vu la tête de l'Assemblée, c'est impossible. Donc on aura
quasiment aucun texte. On aura juste un budget et on pourra vraiment Il ne sera donc pas voté, ce budget, si je comprends bien. Il peut passer par 49 49.3. alinéa 3, parce que si vous avez un gouvernement technique ou un gouvernement de l'Union nationale, qu'est-ce qui va se passer ? Le 49 alinéa 3, c'est soit vous votez une motion de censure et vous renversez le gouvernement. Oui, mais ça, soit c'est aussi implicitement, possible vous avec. acceptez le texte. Oui. Les partis peuvent dire, et notamment le RN, écoutez, ce budget, je l'aime pas. Ce budget, il est horrible, il est infâme, mais je suis pour l'ordre. Je suis responsable, je ne voterai pas la motion de censure. C'est comme ça que ça peut passer. Sinon, il y a d'autres solutions juridiques qui peuvent aller jusqu'à l'article 16. Mais je pense, parce que nous sommes raisonnables et un peuple Ça, c'est vraiment l'état mature, d'urgence. que nous n'arriverons pas jusque-là. C'était pendant la guerre d'Algérie, c'est ça l'article 16. L'article 16, non, c'est les pleins pouvoirs au président de la République. Ça permettrait de pouvoir. faire Ça a été utilisé une fois durant la guerre d'Algérie. Durant la guerre d'Algérie, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Bruno Le Maire, en tout cas, puisqu'on parle de budget, il a, dans une tribune au Figaro, affirme qu'il faut dégager 25 milliards d'euros d'économies. Donc ça, c'est octobre dont on parle, avec 10 milliards du côté de l'État d'économie, 5 du côté du bouclier énergétique. Et il cherche encore 10 milliards qui, dit-il, sont déjà identifiés. Il a envoyé une lettre au ministère. Il dit qu'il faut engager des travaux indispensables à la réalisation du budget. Le gouvernement continue donc, Julie Martinez, de cette manière-là. Le gouvernement continue, le Premier ministre est toujours en place et encore une fois sur la question du budget, aller chercher 10 milliards, la méthodologie est tellement différente entre le programme du NFP et son parti. Pour réaliser ça dans le cadre d'une coalition, je veux dire... Il faut être réaliste. On est dans un vrai blocage. Et il ne faut pas faire peur aux Français, mais il faut qu'ils le comprennent. On est dans une vraie situation de blocage aujourd'hui. Et continuer ces affaires courantes qui ne sont pas des affaires courantes en prétextant... Ils ne sont pas vraiment des affaires courantes, parce que c'est comme des vrais choix. Non, mais là, il ne pourra pas faire ça. Ah, ça, c'est impossible. Mais c'est impossible. Oui. Ah, d'accord. Donc, quand il dit je vais trouver, je donne une lettre au ministère... Il ne trouvera rien et il ne sera pas là. Il n'est pas député. En plus, il n'y aura rien du tout. Donc, ces fameux 20 milliards d'économies... Le budget dont parle à l'instant Benjamin, c'est qu'ils reprennent le budget de l'année dernière. Puis qu'ils repassent. Mais bien sûr. Mais ce serait la seule façon de... Ce serait la seule façon. Donc, ces 20 milliards d'économies annoncées par Bruno Le Maire... Plus ou moins. Non, mais ça, il occupe le terrain. Non, mais plus ou moins. Parce que si on parle de France Média Monde, par exemple, où nous sommes ce soir, ça ne passera pas. Puisque la loi dit qu'à partir du 1er janvier 2025, la taxe tirée de la TVA pour financer l'audiovisuel public n'existe plus. Donc il faudra bien trouver dans le budget une manière de financer l'audiovisuel public. Ce n'est qu'un exemple, parce qu'il y a d'autres choses qui vont changer. Mais de fait, il va y avoir des impasses dans le budget où il faudra bien trouver des issues en réalité. Et ça, il va falloir quand même qu'il y ait une négociation entre les parties. Donc il y aura bien négociation à un moment donné. Il y a 4 façons de faire. La première façon, c'est celle que j'évoquais. On passe un budget par 49 alinéa 3, un gouvernement négocié, etc. Et on n'a pas de motion de censure. Les partis peuvent jouer ce jeu-là. On a vu avec Elisabeth Borne, c'est compliqué quand même le 49.3. C'est pas si simple. Non, mais en fait. Là, on va pas avoir de pudeur parce qu'objectivement, on est vraiment dans la panade s'il n'y a pas de budget. Troisième élément, donc on gueulera contre le 49 alinéa 3. Ce sera très bien, mais il en faudra un. Et quel budget du coup? Eh ben, le budget que tentera d'établir le gouvernement. Ensuite, deuxième option, si le budget n'est pas voté. Pas que s'il est rejeté, mais s'il n'est pas voté, on peut faire passer ça par voie d'ordonnance de l'article 47. Ah oui, les ordonnances, c'est vrai. Ça permet de faire passer ça de manière temporaire. Mais est-ce que les ordonnances ne nécessitent pas un vote du Parlement au préalable? Non, si justement, si on n'a pas voté. Si jamais on rejette le budget, on peut éventuellement appliquer mois par mois, via des projets de loi particuliers, l'autorisation de prélever les impôts et de payer les fonctionnaires. Je suis fonctionnaire, c'est important. Et donc, ce faisant, on peut arriver à reporter ça mois par mois jusqu'à ce qu'on ait peut-être une dissolution. Dernière étape, je l'évoquais, le président, considérant qu'on ne peut plus respecter nos engagements, déclenche l'article 16 et, par ordonnance présidentielle cette fois-ci, applique l'article 16. Là, on est dans la dystopie, mais ça peut arriver. On est dans la dystopie. Donc là, en fait, ce dont vous parlez, Benjamin Morel, c'est avec ce gouvernement zombie qui donc resterait pendant un an. Il faudra un gouvernement pour faire passer le budget, par contre. Le gouvernement zombie, ça tient jusqu'en octobre. Après, c'est plus raisonnable. Donc après, il faudra bien, on retrouvera quand même la même... il y aura un tripartite, enfin rien n'aura changé au Parlement. Oui, mais ça pourrait être un gouvernement de techniciens, pour le coup. Qui fasse... Donc ça veut dire, pour dire aux téléspectateurs, le Premier ministre ou la Première ministre, ça serait quoi? Ça serait... ça pourrait être Jean Castex, par exemple, un haut fonctionnaire. De retour. Ou, il est élu aussi, Jean Castex. C'est aussi un politique, Jean Castex. C'est pas seulement un fonctionnaire. Je dis, c'est un profil comme ça. D'accord, un profil. J'en sais rien. Ça peut être un haut fonctionnaire, un diplomate, un banquier. Genre le directeur du Trésor. Sans doute très plaisir. Ce qui fera sans doute très plaisir à la gauche. Le pauvre, il avait été appelé à Matignon. Enfin bon, c'est ce qui pourrait arriver, effectivement. C'est ce qui s'est produit en Italie, d'ailleurs. Oui.
Oui, et donc là, on n'est pas du tout dans la dystopie, enfin, c'est vraiment possible en fait que ça arrive. On va écouter maintenant le chancelier Olaf Scholz, parce qu'il était à Washington avec, bien sûr, Emmanuel Macron, Joe Biden, enfin, ils y sont tous. Il me semble qu'Emmanuel Macron vient de quitter le sommet, mais une partie en fait, des Européens y sont encore présents, ce sommet de l'OTAN. Le chancelier allemand, justement, a réagi à ce qui se passe en France. Il incombe maintenant aux responsables politiques de trouver une solution et d'en tirer parti. Je suis tout à fait confiant du fait qu'ils finiront par le faire. Aurélien de Vernoy, ils étaient tous comme ça avec lui, je crois, lors de ce sommet de l'OTAN, parce que finalement, il faut quand même confiance. Je lui trouve un air légèrement narquois, Olaf. Ah bon Personnellement, parce que je pense que ça s'est pas toujours très bien passé avec Emmanuel Macron ces derniers mois, et je pense qu'il savoure quelque part un petit peu sa revanche à distance sur Emmanuel Macron, qui lui a donné beaucoup de leçons de maintien et de politique européenne. Je pense qu'il n'est pas complètement mécontent de ce qui arrive à Emmanuel Macron en ce moment. L'impact sur la scène internationale, en un mot, Benjamin Morel, ça joue tout de même. On parlait du budget. Le budget, quand même, il y a un impératif, c'est que l'Europe nous a mis sous surveillance pour les sujets budgétaires. Donc si on n'arrive pas, en effet, à trouver les 25 milliards, c'est un problème. Par ailleurs, on va avoir un pays qui, d'un point de vue diplomatique, risque d'être quand même fondamentalement bloqué. Parce que, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion en matière diplomatique? Emmanuel Macron peut s'agiter comme il veut. Mais c'est pas le domaine réservé. Le domaine réservé, ça n'existe pas. C'est une invention de Jacques Chaban-Delmas en 1961. Oui. Si vous prenez un domaine... François Mitterrand, me semble-t-il. Oui, mais en fait, parce qu'il y a un modus vivendi dans les cohabitations, mais finalement, ça n'existe pas. Le président de la Ve République, en droit, en matière de défense, par exemple, a moins de pouvoir que son homologue de la Troisième République. Dans les lois de 75, sous la Troisième République, c'est le président qui dirige les forces armées. Dans la Constitution de 58, c'est le gouvernement. Donc vous comprenez bien que si on n'a pas de gouvernement, Emmanuel Macron peut arriver éventuellement en captant sur le vide, à trouver du pouvoir, mais à part la bombe nucléaire, il n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Et donc là, il y a un vrai sujet. Emmanuel Macron, de toute façon, que ce soit au G7 ou dans l'Union européenne aujourd'hui, est un président qui apparaît impotent dans son système politique. Donc sur quoi pourrait-il s'engager alors qu'il n'y a même pas de gouvernement pour faire passer un budget? Yves Tréhard, mais pourtant, il est à l'origine de l'autonomie européenne. Enfin, il y a quand même beaucoup d'idées qui viennent d'Emmanuel Macron sur le plan international. Oui, donc, il a essayé de jouer une carte à un moment, justement, où Trump arrivait, Obama se retirait, Obama qui était quand même très présent, Trump qui était contre, justement, qui prônait une autre façon pour les États-Unis d'intervenir, à un moment où Madame Merkel se retirait du jeu. Il va continuer à aller tout de même au sommet européen. Et donc, il voulait jouer là. Ce qu'il n'a jamais réussi à faire, d'ailleurs, je vous ferai remarquer. Parce qu'un des grands échecs du président de la République, Macron, c'est la politique internationale, d'ailleurs. Parce que si on fait le bilan, sur le plan économique, après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais l'attractivité de la France a été remise au goût du jour, le chômage a là-dessus, c'est plutôt un succès d'Emmanuel Macron, ça, ce sont des succès. De la France, mais en revanche, côté pro-business, il s'est planté, si vous me permettez l'expression, en Afrique. Il a fait de la godille avec l'Ukraine et la Russie. Il n'a pas réussi à obtenir vraiment la confiance des Allemands. Et avec les États-Unis, ça a été parfois très illisible. Donc il a pas réussi le défi qui s'était posé pour la politique internationale. Julie Martinez, là, effectivement, il apparaît affaibli tant que cette situation politique interne n'est pas résolue. Tout à fait. Et à vous écouter, en tout cas, ça pourrait durer un an. En tout cas, quelques mois. Au moins un an, oui. Au moins un an, puisque imaginons qu'ils choisissent de dissoudre encore une fois l'Assemblée nationale dans un an. Mais en fait, qu'est-ce que ça arrangerait au final qui dit une nouvelle dissolution de cette Assemblée nationale dans un an? Le vote des Français pourrait changer, mais il faut quand même bien voir qu'on va avoir un gouvernement a priori technique qui va rien se passer et que vous allez avoir un RN qui va dire regardez, on nous a volé la victoire, mais pourquoi? La FI qui va dire regardez, la gauche a trahi, mais pourquoi? Et donc on a quand même toutes les chances de voir une France insoumise à un RN dopé par la situation. Exactement. Ce qui évidemment risque de faire une Assemblée pas forcément beaucoup plus gouvernable. Oui, c'est vrai que le RN en fait a une stratégie aujourd'hui. Ils ont dit ça n'arrange que le RN. Ce n'est que partie remise, ça se passe en réalité dans cette Assemblée, puisque déjà c'est un bloc unitaire de 143, 145 députés, ce qui encore une fois n'est pas le cas, même à Renaissance. Renaissance, j'ai pas l'impression qu'ils soient tous d'accord entre eux. Non. Les seuls qui soient vraiment unitaires sur un nombre de députés comme cela, c'est le RN.
Le RN, c'est tout le monde a le petit doigt sur la couture, personne n'a le droit de parler à part Marine Le Pen. Et c'est elle qui va donner l'orientation. Et d'ailleurs, sur la question du chef des armées d'Emmanuel Macron, elle avait dit ça il y a quelques jours. Elle a dit que c'était honorifique. Voilà, exactement. Elle s'est déjà positionnée. Elle connaît la Constitution. Et elle est en train d'avancer ses pions en disant, regardez, s'il y a un gouvernement un jour RN, on saura faire la part des choses entre les pouvoirs présidentiels et les pouvoirs du gouvernement législatif. Yves Tréhard, un mot sur les... Non, c'est plus les Républicains maintenant, c'est la droite républicaine avec Laurent Wauquiez, donc qui est le chef du groupe de cette fameuse droite républicaine. À quoi joue-t-il, lui, Laurent Wauquiez? Je dirais qu'il s'en sort pas trop mal. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que jamais personne n'aurait imaginé qu'il puisse avoir 65 députés. On pensait qu'il sortirait de cette secousse. Pardon ? Y compris grâce au barrage républicain. Oui, non, mais d'accord, mais ça, les Français, ils s'en foutent, ça. Sur les plateaux télé. Mais ils ont 65, alors que normalement, ils devaient sortir essorés. Bien sûr. Surtout après l'épisode Ciotti, première chose. Deuxièmement, ils se sont trouvés un chef, ce qui n'était pas évident. Un chef qui s'appelle Laurent Wauquiez. Troisièmement, ils ont un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent très bien que le président de la République a besoin d'eux. Il a besoin d'eux. Et donc, ils vont faire sérieusement danser le président de la République. Ils l'ont déjà fait par le passé, mais là encore plus. Donc, je dirais qu'ils s'en sortent pas trop mal dans cette histoire. Et dans la course aux petits chevaux pour la présidence de la République en 2027, où l'axe central, malgré tout, est complètement... Les cartes sont rebattues, ils peuvent se dire qu'ils ont une carte à jouer, une chance à faire valoir. Quand on voit qu'Édouard Philippe, il s'en sort pas très bien de cette histoire, et Justement, quand on voit que Gabriel Attal est dans une situation compliquée. À quoi jouait-il d'ailleurs, Édouard Philippe? Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question, Julie Martinez, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était plutôt rassembleur au départ, et puis finalement, le discours un peu brouillé. Il a perdu de nombreux sièges. Aujourd'hui, il y a l'affaire en plus avec le dîner de Marine Le Pen qui ressort. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très clair d'ailleurs sur son positionnement. Il a exclu le NFP pendant très longtemps pendant la campagne. Là, aujourd'hui, il parle de rassemblement. Et il s'est éloigné puis il revient auprès de la majorité. C'est un peu imprécis, mais comme tout le monde, il essaye tout simplement de s'adapter, j'imagine, face à cette situation qui est complètement rocambolesque. Moi, j'ai des doutes sur Laurent Wauquiez quand même, à titre personnel. Ah non, mais ça, bon, non, mais je veux dire, le personnage, je ne sais pas déjà s'il est très apprécié déjà dans la droite républicaine. Et après, il va quand même y avoir un combat de coq avec l'aile droite du camp présidentiel, notamment Gérald Darmanin. Un duel Darmanin-Wauquiez, je ne sais pas qui en sort vainqueur en réalité. Et ça va quand même conditionner beaucoup l'avenir de la droite, on va dire classique, conservatrice, pour 2027. Évidemment. Est-ce que c'est une recomposition? On va quand même vers une recomposition plus classique ou pas, Benjamin Morel, suite à toute cette séquence? Ce qu'enseignent quand même les européennes et ces législatives, c'est qu'aujourd'hui, on a trois grands blocs assez poreux. L'électorat de gauche, il est très poreux, il a une forte identité politique, il peut voter Mélenchon, il peut voter Glucksmann. Il y a malgré tout une conscience d'appartenir à un bloc. À droite, il n'y a pas de gauche irréconciliable? Non, pas dans l'électorat en tout cas. À droite également, c'est-à-dire que pendant longtemps, on disait il y a deux droites, une droite RN qui est CSP-, classe populaire, etc., et non diplômée, et une droite LR, CSP+, retraité, c'est fini. Aujourd'hui, le RN fait de bons scores chez les CSP+, et les retraités. Il y a une porosité. Et vous évoquiez d'ailleurs les reports de voix par rapport au RN dans le cas de second tour avec le NFP. On voit que la porosité, elle existe. Et vous avez un bloc centriste, qui est un bloc assez fort quand il est dans une période de basse eau. Parce qu'en fait, si vous avez une situation où il y a beaucoup d'abstention, ce sont des électeurs qui votent et qui, quand ils se retrouvent face à la gauche, peuvent compter sur des reports de voix de la droite et vice-versa, mais qui est démographiquement minoritaire. Et qui, donc, dès le moment où vous avez une surmobilisation, se fait prendre en étau, c'est ce qui arrive là, et n'est pas en capacité de s'imposer comme un bloc majoritaire. Et donc, cette recomposition-là, comment est-ce qu'on en sort à terme? C'est pas tout à fait évident. Vous savez, la 4ème République, elle tombe pas à cause de ses institutions. Elle tombe parce qu'il y a 30% de communistes, qu'il y a 15% de gaullistes, et qu'entre les deux, on fait des alliances de briques et de broc. Donc et il faut quoi, une 6ème République? C'est pas une histoire d'institution. C'est pas une histoire d'institution. Vous ne gouvernez pas contre 50% de l'électorat.
Et vous ne gouvernez pas contre 50% de votre Assemblée, ça ne peut pas être stable, pourtant on en est là. Et comme vous l'avez dit, la 4ème République est Oui, tombée. mais ce Donc, n'était pas un problème d'institution, c'était un problème... C'est quoi la 5e République? On réintègre les gaullistes, en 72 on réintègre les communistes, et ça marche. Là, si vous dites on gouverne ni avec le RN ni avec la France Insoumise, et que vous êtes incapable de les faire baisser, eh bien on rentre en crise politique. Bien sûr. Merci beaucoup Benjamin Morel, merci Yves Tréhard, merci Julie Martinez et merci beaucoup Aurélien Devernois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et en podcast.